Yo tout le monde, c'est Félixu, on se retrouve, on se découvre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo écrite, et oui, on les reprend. Et oui, on les reprend. Sur le droit de vote, le vote est-il un droit ou un devoir? Alors il faut se dire que depuis le 22 avril 1944, donc 78 ans, les femmes ont enfin le droit de voter. Pourquoi ça a mis autant de temps à arriver? Ok, je vais pas dire que nous, ça fait vraiment longtemps. Mais les femmes l'ont eu vraiment tard dans la société. Ouais, mais bon, les femmes, c'était à la cuisine, et puis, hein, de nos jours, elles n'auraient pas le droit de voter, ça les dérangerait aussi. Ta gueule! Je vais vous expliquer en quoi c'est un droit et un devoir. En soi, il va y avoir trois gros points, hein. Premièrement, quelques définitions à savoir pour que la vidéo se passe bien. Deuxièmement, l'histoire entière sur les obtentions des différents droits au vote que l'on a eu. Et 3, une conclusion, bien évidemment. Déjà, suffrage universel. Déjà, le suffrage, ça veut dire voter. Donc, on a le suffrage universel qui est pour tout le monde et le suffrage restreint qui est limité à certaines personnes dans la population. Il existe deux types de suffrage, qu'ils soient universels ou restreints, c'est le direct et l'indirect. Le suffrage universel direct, c'est celui qu'on a en France. C'est-à-dire que c'est nous qui votons pour le chef de l'État. Indirect, c'est plus comme aux États-Unis, où eux vont voter pour les grands électeurs, qui eux vont voter pour le président. Et oui, voilà comment ça se passe. Dans cette vidéo, vous entendrez le mot suffrage censitaire. C'est un type de suffrage restreint qui limite le vote à certaines personnes dans la société, souvent des hommes, notamment durant la monarchie constitutionnelle où seuls les hommes de 25 ans et payant un impôt direct, qu'on appelait le cens, qui est équivalent à 3 jours de travail, donc c'est quand même énorme parce qu'ils ne gagnaient pas beaucoup déjà de base, qui permet de différencier les citoyens passifs et les citoyens actifs. Les citoyens passifs ne pouvaient pas voter, les citoyens actifs pouvaient voter. Droit, parce que je dis qu'on a le droit de vote, et je me demande si c'est pas aussi un devoir. Le droit, c'est la possibilité de faire ou ne pas faire quelque chose. Voter, notamment, c'est un droit, parce qu'on n'est pas obligé d'aller voter. Style, si on va pas voter, il n'y a pas un flic qui va arriver derrière votre porte. Monsieur, s'il vous plaît, allez voter. Ou sinon, vous allez avoir une amende, des jours de prison, etc. etc. Le devoir, c'est son opposé. C'est pas vraiment son opposé. C'est que c'est la nécessité de faire quelque chose. Quand on parle de devoir de mémoire, par exemple, le devoir, c'est au niveau mental, aller par exemple à une commémoration de mai 1945, hein, l'armistice de mai 1945, on fait un devoir de mémoire aux soldats qui sont morts, par exemple pour la France, puisqu'ici on est en France. Voilà pour les définitions à savoir. Alors, elle commence en 1789, où on instaure un suffrage censitaire et indirect afin de désigner les membres des États généraux. Donc, c'est une assemblée constituée de trois ordres, un des trois ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-État. Notamment, le tiers-État euh, avait deux membres, contrairement à la noblesse et au clergé, donc ils étaient un peu plus en supériorité. Les membres des États généraux étaient souvent convoqués par le roi afin de répondre aux questions primordiales, que ce soit santé, politique, guerre, euh, des questions de société. Dans la Déclaration des droits de l'homme, nous avons un article, donc l'article 6, qui dit ceci. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il y avait une forme de suffrage censitaire qui pouvait être élargie rarement aux femmes. Merci, monsieur, c'était très bien. C'était très bien. C'est vrai que à la base, il n'y avait que les hommes qui pouvaient voter, mais de temps à autre, ça pouvait s'élargir aussi aux femmes, dans de très très rares cas. En 1791, la Constitution va changer. Elle permet la mise en place notamment de la monarchie constitutionnelle. Et dans ce chapitre 1 de la section 2,
article 2, hein, donc oui, je suis allé très précis. Donc dans la Constitution, il est été écrit, pour être citoyen actif, il faut être âgé de 25 ans accompli, donc avoir les 25 ans révolus, euh, de payer une contribution directe, donc un impôt, hein, le cent, égal à minimum 3 journées de travail. De plus, euh, la Constitution donne la souveraineté à la nation cette fois. Mais le droit de vote reste restreint aux citoyens actifs. Ben oui, puisque si tu ne rentres pas dans les conditions, tu ne peux pas aller voter. Les autres considérés comme passifs n'ont pas le droit aux élections, tout comme les personnes mises en accusation et les personnes ruinées. T'es pauvre, tu peux pas voter, t'as un casier judiciaire, tu peux pas voter. Voilà, tous ces petits trucs-là. Le suffrage est aussi indirect, car les citoyens, eux, élisent des électeurs du second degré. Donc, c'est des gens qui vont avoir de plus gros revenus. Nous avons les citoyens actifs qui, eux, vont voter les électeurs du second degré, donc qui seront plus riches, voilà. Et eux vont voter les députés. Les députés, eux, vont être à l'Assemblée nationale législative. Donc c'est la première grosse représentation de la nationalité française dite moderne. La Convention de 1792 fut élue au suffrage universel masculin. Ça veut dire que c'était pour la première fois qu'il y avait un suffrage universel, mais il était réservé aux hommes. Donc, désolé les femmes, vous n'aviez pas le droit d'élire la Convention de 1792. Qu'est-ce que la Convention de 1792? C'est le régime politique français où le Parlement gouverne la France et qui est mis en place le 21 septembre 1792 au 26 octobre 1795, lors de la Révolution française, et c'est ce qui fondera aussi la Première République. En parlant de 1795, la Constitution de l'an 3, mise en place le 22 août 1795, et c'est certainement la Constitution la plus longue. Elle instaure donc le directoire, donc le régime politique mis en place durant la Première République, qui va s'étendre du 26 octobre 1795 au 9 novembre 1799. Elle va restaurer le suffrage censitaire et indirect. Il existe toujours des électeurs de premier et second degré, ça ne change pas. Donc, ils doivent être titulaires de revenus élevés, évalués entre 100 et 200 jours de travail. Quelle indignité. Attends, on passe de 3 jours de travail à 100 à 200 jours de travail? Ça fait beaucoup quand même, non? Par ailleurs, pour être élu, il faut être âgé de minimum 30 ans pour s'exiger au Conseil des 5. Donc c'est l'une des 2 assemblées législatives françaises à cette époque, avec le Conseil des Anciens. Et le Conseil des Anciens, pour y siéger, il faut avoir minimum 40 ans. Et c'est l'ancêtre du Sénat, si on peut mettre. Si on peut faire une comparative. Le Conseil des Anciens, c'est le Sénat. En 1799, le suffrage universel masculin est remis par la Constitution de l'an 8, donc adopté le 13 décembre 1799, et ce qui instaurera le consulat. C'est un régime qui a été fait par un coup d'État le 9 novembre 1799. En gros, ce système se dit démocratique. Vous allez me dire, bah oui, c'est un suffrage universel, les gens peuvent voter à partir de 21 ans. Où est la douille? C'est qu'ils n'élisent pas les personnes à la tête, mais ils approuvent une liste de noblesse. La liste de noblesse, c'est quoi? C'est là où on va retrouver des candidats dans laquelle figurent des membres de l'Assemblée nationale, des consuls et des fonctionnaires, que des gens très influents, qui sont nommés ou élus par le gouvernement ou par le Sénat lui-même. Et ce sont le Sénat et le gouvernement qui, par le biais de la liste nationale, élisent les membres des corps législatifs et du tribunal, ainsi que tout ce qui va être juge de cassation et commissaire à la comptabilité. C'est un suffrage universel à 3 étapes. Première étape, les électeurs de chaque canton, donc c'est une découpe du territoire inférieure à l'arrondissement, pour ceux qui ont des arrondissements, pour les villes qui ont des arrondissements, qui permet de choisir les fonctionnaires de l'arrondissement. C'est-à-dire que en gros, les gens vont avoir des gens qui vont se présenter afin de devenir fonctionnaires. Les gens du canton en élisent un dixième afin de constituer une liste d'arrondissement. Cette liste d'arrondissement permet de choisir les fonctionnaires donc, de l'arrondissement, mais ces membres désignent un dixième d'entre eux pour constituer la liste départementale. C'est-à-dire que dans la ville, dans les arrondissements, dans les villes et tout ça, ils vont en choisir
un dixième de tous ceux qui ont été votés au canton pour devenir pour siéger au niveau départemental, sur la liste départementale. La deuxième étape, c'est que la liste départementale va permettre de choisir les fonctionnaires du département. Lol, ça, c'est pas du tout logique. Mais ces membres désignent à leur tour, par rapport à un dixième d'entre eux, ceux qui vont siéger à la liste nationale. Donc, la liste nationale est faite à partir de la liste départementale qui elle-même est liée à la liste des cantons. Donc, tu choisis vraiment pour que les gens pour qui tu as voté passent, c'est vraiment par coup de chance. Troisième étape, la liste nationale permet au Sénat de choisir les fonctionnaires nationaux, dont les membres des corps législatifs et du tribunal. Ensuite, de 1801 à 1814, Napoléon supprimera toute élection. C'est simple, hein, Napoléon, il voulait être empereur. On a déjà fait une vidéo dessus, je vous laisse aller la regarder si vous voulez. C'est dans le petit i en haut à droite. Après sa défaite à Waterloo en 1815, la monarchie constituelle est de retour. Elle est toujours à la dynastie des Bourbons, hein, comme avant. Et le suffrage universel masculin est aboli pour laisser à nouveau place au suffrage censitaire. Hein. On l'aime bien le suffrage censitaire, hein. On s'en fout des pauvres hein, quand même. Pourquoi leur laisser le droit de vote? Dans celui-ci, seuls les hommes de 30 ans minimum payant une contribution directe de 300 francs ont droit de vote. Enfin, passe de 21 ans sans aucun truc à 30 ans et payer 300 francs d'impôts. De plus, pour être élu, il faut au minimum 40 ans et payer 1000 francs d'impôts. Et c'est pas les francs qu'il y avait juste avant, non, non. C'est des francs très très lointains. C'est l'un des premiers francs, si je me détrompe. Les citoyens actifs votent pour élire les délégués qui élisent à leur tour tous les députés. Et en 1817, les électeurs pourront voter directement les députés. C'est l'arrivée des élections législatives. Yes, on peut enfin voter pour quelqu'un d'important. Il faut être riche, mais on peut voter pour quelqu'un d'important. Le 29 juin 1920, la loi électorale du double vote est mise en place. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette petite loi hein, du double vote c'est que les électeurs les plus riches peuvent voter 2 fois. Tout simplement. Cette loi avantage l'aristocratie, ce qui est normal, hein, parce qu'elle est conservatrice et légitime. En 1830, les conditions afin de devenir citoyen actif sont quand même bien plus avantageuses. Déjà, l'impôt à payer passe de 300 à 200 francs, voire 100 francs en cas d'exception. Et pour être élu, on passe de 1000 francs à payer à 500 francs. De plus, l'âge minimum passe de 30 à 25 ans, et afin d'être élu, ça passe de 40 à 30 ans. On a fait du progrès. Et en plus, on peut voter les conseillers municipaux. Du coup, c'est le début des élections municipales. C'est quand nous, on va voter le maire, par exemple. Et en 1833, les citoyens actifs pourront élire les conseillers généraux. Donc ça, c'est les élections au niveau du canton. En 1848, suite à un mouvement révolutionnaire, la monarchie de Juillet, donc c'est le nom qu'on donne à la monarchie qui a eu durant la période, la monarchie constitutionnelle qui a eu dans les 2 périodes, est abolie pour laisser place à la Deuxième République, qui, elle, va voter pour un suffrage universel masculin. C'est très bien. Elle a adopté ce décret le 5 mars 1848 et il ne sera plus jamais remis en cause. Déjà, c'est pas mal. Les citoyens français âgés de 21 ans jouissant de leurs droits civils et politiques peuvent voter. Ça veut dire que tu n'as pas de casier judiciaire, tu es quelqu'un de droit, tu peux aller voter. Il est accordé à tout électeur de plus de 25 ans d'être élu. Donc en gros, maintenant, là où avant il fallait avoir 30 ans et payer des taxes, maintenant il faut juste avoir 25 ans. De plus, le vote devient secret. Et oui, parce qu'avant, le vote n'était pas vraiment secret. Maintenant, quand on vote, on n'est pas obligé de dire pour qui on a voté. La Constitution de la Deuxième République, dans son article 24 et 25, dit ceci. Le suffrage est direct et universel, le scrutin est secret. Sont électeurs sans condition de cens tous les Français âgés de 21 tous les Français âgés de 21 ans, et jouissant de leurs droits civils et politiques. À préciser que les droits n'ont malheureusement pas le droit de vote. Évidemment.
Sinon, c'était pas marrant, hein, c'est dommage, mais bon. Malheureusement, les mentalités très, très différentes et voilà. En 1850, le 31 mai 1850, pour voter maintenant, ils exigeaient 3 ans de domiciliation, donc 3 ans, d'habitation dans les mêmes cantons et l'absence de toute condamnation. Donc ça veut dire que tu volé, tu peux pas. Tu as eu une amende, tu ne pouvais plus aller voter. C'était un peu ça, hein, j'exagère, mais c'était vraiment très restreint. Et c'était le but en fait. C'était que le suffrage universel puisse exclure les pauvres. Parce que les pauvres à cette époque déménageaient extrêmement souvent. Ces restrictions qui ont été mises en place par l'Assemblée a permis à Napoléon III, quand il a été président, d'apparaître comme l'ami du peuple en remettant un suffrage universel en 1852. Un vrai suffrage universel, pas un suffrage universel où il y a des conditions. Cependant, les militaires, malheureusement, eux, voyaient leur droit de vote sucré, sauf s'ils étaient en congé et présents dans leur commune d'origine le jour du vote. Ah, c'est ce qu'on a appelé aussi, les militaires, on les a appelés les grandes muettes, en fait, à partir de cette époque-là. En 1871, donc, le suffrage universel est maintenu, mais les militaires en activité voient leur droit de vote encore réduite. Je n'ai pas eu de précision sur ça dans mes recherches. En 1872, le président Adolphe Thiers oppose une loi qui retire tout droit de vote aux militaires. Et c'est à ce moment-là que l'armée est nommée la Grande Muette. Puisque tous les militaires ne pouvaient pas voter. Tout ce qui était soldat, tout ce qui était... Voilà. Et en même moment, donc durant cette période, en 1871, les conseillers généraux pouvaient élire le président du conseil général. En 1884, les conseillers municipaux peuvent élire le maire. C'était du suffrage universel indirect, je rappelle. Entre les années 1920 et 1930, une loi autorisant le droit de vote a été votée à 6 reprises pour laisser le droit de vote aux femmes, enfin. Le seul truc, c'est que le Sénat a bloqué 6 fois ceci. Le Sénat, vous n'êtes pas un peu masochiste? Ta gueule! D'accord. Ce fut en 1941 qu'un projet constitutionnel du gouvernement de Vichy, parce qu'à cette époque-là, on était sous le règne de Vichy, accorde le droit aux femmes, mais il n'a jamais été appliqué. Évidemment, sinon c'était pas cool. Mais c'est que le 21 avril 1944 que le droit de vote est accordé aux femmes. Enfin, j'ai envie de dire. Enfin, les femmes peuvent voter. Élection au suffrage universel pour l'ensemble de la population après la Seconde Guerre mondiale. Donc en 1945. Le droit de vote est aussi accordé aux colonies lors de la conférence de Brazzaville, excusez. Donc, c'est une convention qui a été votée, qui s'est passée, c'est une conférence qui s'est passée sur plusieurs jours, du 30 janvier au 8 février 1944, par le Comité français de la libération nationale, donc en gros les résistants, afin de déterminer le rôle futur de l'empire colonial français, parce que il faut savoir qu'avec l'Angleterre, on était les 2 gros empires coloniaux à l'époque. Elle est l'un des derniers pays d'Europe à faire ceci. Juste avant l'Italie, la Belgique, la Grèce et la Suisse. On a mis du temps quand même un peu, hein? Les femmes useront de ce droit pour la première fois aux élections municipales du 29 avril 1945. Mais les hommes, cependant, sont toujours obligés de faire leur service militaire. Parce que oui, les hommes, vu qu'ils étaient obligés d'aller à l'armée, ils étaient obligés de faire le service militaire pour acquérir le droit de vote. Et puis, suite à une ordre, donc, ce qui nous dit ceci, c'est l'ordonnance du 21 avril 1944. Son article 17 dit « Les femmes sont électrices et éligibles sous les mêmes conditions que les hommes. » Seulement, vu qu'elles n'avaient pas passé le service militaire, elles peuvent enlever le service militaire. Le 17 août 1945, les militaires de carrière sont les derniers citoyens français à pouvoir voter. GG!
GG! À l'exception des personnages sans domicile fixe. Bon. À part les SDF, malheureusement, c'est les dernières personnes à pouvoir voter. L'armée est comme les fonctionnaires soumis à un devoir de réserve. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'obligation pour les fonctions publiques, pendant ou en dehors de leur service, de parler avec une certaine retenue. Faut pas qu'on pense de quel côté ils sont, afin que ça soit le plus secret possible. Et savoir ce qui se passe en interne aussi, à mon avis. Hein. Parce qu'il y a des choses en interne, à mon avis, ils veulent pas que ça se sache. Suite à la loi Lamine-Gueye du 25 avril 1946, le droit de vote est étendu à tous les Français d'outre-mer. Puis par la Constitution du 27 octobre 1946, donc c'est une constitution appartenant à la 4ème République, hein, pour ceux qui se demandent, ce droit reste inégal. Donc le droit reste néanmoins inégal, car il y a un système de double collège. C'est quoi? C'est des lois particulières qui établiront les conditions dans lesquelles ils exerceront leur droit de vote, enfin leur droit de citoyen. C'est l'article 80 de la Constitution. Et ce sera qu'en 1956, donc bien 10 ans après, que l'égalité au suffrage entre tous les citoyens avec l'abandon du double collège pour les Français d'outre-mer. Quand même, hein. En 1962, on instaure un suffrage universel direct, dans celui qu'on a maintenant, lors de l'élection du président de la République. La première élection présidentielle au suffrage direct a lieu en 1965. Je vais finir avec toute l'histoire. En 1974, le droit de vote est abaissé à 18 ans par Valéry Giscard d'Estaing, notamment pour ceux qui veulent savoir, c'est que jusqu'à présent, on votait à 21 ans. Le problème qu'il y avait, c'est que De Gaulle voulait rester sur ce droit de vote à 21 ans et la population voulait abaisser à 18 ans. Tout d'un coup, il a fait un référendum, ça ne s'est pas passé comme il voulait, il a laissé sa place. Et du coup, Giscard d'Estaing, lui, a écouté le peuple et a abaissé à 18 ans. Cette loi a été votée le 5 juillet 1974, modifiant l'article 488 du Code civil, la majorité est fixée à 18 ans accomplis. Que le droit de vote n'est en aucun cas obligatoire, hein, c'est un droit. Cependant, il est aussi bien de noter que, afin de faire mémoire à tous les combats qu'il y a eu pour ceux qui se sont battus pour avoir ce droit, on peut dire que ça serait en même temps un devoir de mémoire d'aller voter. Donc, moi, j'en suis venu à cette conclusion. J'estime que le vote est un droit car il n'est pas obligatoire, mais aussi un devoir afin d'honorer nos ancêtres. Ils se sont battus pour avoir ce droit. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à écrire en commentaire comment je pourrais m'améliorer. C'était Félix, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye.